Secondaire 3, la reproduction. Pour parler de reproduction, nous devons d'abord parler de puberté. La puberté est l'ensemble des changements destinés à rendre le corps apte, donc capable, à se reproduire. La puberté est déclenchée par des hormones. Les hormones, quant à elles, sont des produits chimiques sécrétés dans le sang qui portent un message vers une partie du corps. Nous avons par exemple l'hormone de croissance, l'insuline, l'adrénaline, la mélatonine, le cortisol et bien d'autres. Ces hormones sont produites par les glandes. Les glandes sont donc les organes qui produisent des hormones. Il y a plusieurs glandes dans le corps, mais pour le système reproducteur, nous nous concentrons sur seulement 3. D'abord, l'hypophyse. L'hypophyse est une partie du cerveau qui sécrète la FSH, la LH et l'hormone de croissance. Les hormones comme la FSH et la LH déclenchent la puberté. La FSH et la LH agissent sur les ovaires et sur les testicules. Les ovaires, quant à eux, produisent l'estrogène et la progestérone. Le résultat, c'est que nous avons la maturation des organes génitaux et les caractéristiques sexuelles secondaires comme le développement des hanches, le développement des seins, etc. Dans le cas des testicules, nous avons l'hormone testostérone qui est produite. Le résultat, c'est que nous avons la maturation des organes génitaux et les caractéristiques sexuelles secondaires comme le développement des épaules, le développement des poils, etc. Pour parler de reproduction, nous devons parler de l'ovogenèse. L'ovogenèse, donc la création de l'ovule, se passe en 4 étapes. D'abord, un ovocyte se développe dans l'ovaire. Nous avons ensuite la méiose, où l'ovocyte se sépare en 4 cellules filles, dont seulement une va survivre. Nous avons ensuite l'expulsion de l'ovocyte, soit l'ovulation, et finalement, l'enveloppe du follicule qui contenait l'ovule devient un corps jaune qui va continuer à produire certaines hormones. Pour comprendre l'ovogenèse, nous devons ensuite comprendre le cycle ovarien. Le tout commence avec la FSH qui stimule le développement des follicules dans un ovaire. Elle stimule également la sécrétion des hormones ovariennes, soit l'estrogène et la progestérone. La LH, quant à elle, provoque la rupture du follicule ovarien et la libération de l'ovocyte, c'est-à-dire l'ovulation. Et elle maintient ensuite l'activité du corps jaune. Si nous regardons sur le diagramme des hormones, nous pouvons voir que la LH et la FSH ont une grande montée juste avant l'expulsion de l'ovule, qui est l'ovulation. Dans ce dessin, nous pouvons voir estradiol, qui est un autre nom pour estrogène. Quant à l'estrogène, il provoque le développement de l'endomètre pour que l'ovule puisse se fixer à l'intérieur de l'utérus et ralentit la production de la FSH. Finalement, la progestérone maintient le développement de l'endomètre une fois que l'ovulation a eu lieu. Pour récapituler, nous pouvons voir le cycle hormonal en haut, le cycle ovarien au milieu et le cycle menstruel en bas si nous regardons l'épaisseur de l'endomètre. Au début, la FSH stimule le développement de quelques follicules. La quantité d'estrogène commence à augmenter et pousse la membrane utérine, soit l'endomètre, à grossir. Nous avons ensuite le pic hormonal, soit la FSH et la LH qui atteignent leur maximum. Nous avons alors la rupture du follicule et la libération de l'ovocyte, ce que nous appelons l'ovulation. Si l'ovule n'est pas fécondé, le corps jaune se désagrège, il y a une diminution de production d'estrogène et de progestérone, et un nouveau cycle commence, c'est-à-dire les menstruations, puisque l'épaisseur de l'endomètre diminue et il y a des écoulements de sang. Si l'ovule est fécondé, le corps jaune demeure et continue à produire de la progestérone. Par la suite, le placenta prendra la relève en produisant l'hormone HCG. Il y a quelques signes plus ou moins évidents de l'ovulation, mais la façon la plus certaine de calculer l'ovulation est de savoir qu'elle est toujours 14 jours avant le début des menstruations. La fécondation étant l'union d'un ovule et d'un spermatozoïde, nous pouvons calculer la période de fertilité. À première vue, on pourrait croire que si l'ovulation est toujours 14 jours avant les menstruations, donc la période de fertilité serait toujours 14 jours avant les menstruations. Par contre, nous devons aussi calculer que l'ovule reste vivant environ un jour après l'ovulation.
Nous pouvons alors penser que la période de fertilité est seulement lors du jour de l'ovulation et un jour après. Cette réponse reste fausse puisque les spermatozoïdes peuvent survivre de 3 à 5 jours dans l'utérus. On peut donc conclure que la personne peut être fertile un jour après l'ovulation et 5 jours avant. Si une personne est capable d'indiquer avec certitude le début de ses prochaines menstruations, elle peut compter 14 jours en arrière et trouver le jour de son ovulation. Elle peut ensuite savoir qu'elle sera fertile un jour après et 5 jours avant l'ovulation. La spermatogenèse, quant à elle, est légèrement plus simple. Contrairement aux follicules ovariens, qui existent en nombre limité à la naissance de la personne avec les ovaires, les spermatozoïdes sont produits tout au long de la vie de la personne. Par contre, nous avons encore une fois la méiose qui va nous produire 4 spermatozoïdes à la fin, et cette fois, nous avons les 4 qui vont survivre. Nous avons d'abord la FSH. Dans le cas de la spermatogenèse, la FSH stimule le développement des spermatozoïdes. Nous avons ensuite la LH, qui stimule le développement des testicules et donc de la testostérone. Et nous avons finalement la testostérone, qui provoque la maturation des organes sexuels, le développement et le maintien des caractères sexuels secondaires. Il existe enfin des biotechnologies pour aider dans les cas d'infertilité. Tout d'abord, la stimulation ovarienne permet de stimuler les ovaires à produire des ovules. Ensuite, l'insémination artificielle permet de déposer les spermatozoïdes directement dans l'utérus. La fécondation in vitro permet de prendre des ovules et des spermatozoïdes et les faire féconder dans un laboratoire. In vitro voulant dire dans un laboratoire, contrairement à in vivo voulant dire dans la vie. Une fois que les cellules sont fécondées, elles commencent à se reproduire un petit peu et sont injectées dans l'utérus une fois de plus, où ils pourront s'accrocher à l'endomètre. Nous avons enfin la fécondation par micro-injection. Il s'agit alors d'injecter le code génétique du spermatozoïde dans le noyau de l'ovule. L'insémination artificielle est souvent utilisée chez les animaux. Elle a pour avantage de donner un contrôle aux humains sur la reproduction des animaux, de la rendre plus efficace et moins coûteuse, mais elle a également le désavantage de réduire la diversité génétique et de produire des animaux qui ne sont pas viables dans la nature. Il existe enfin le clonage. Le clonage consiste à prendre une cellule régulière du corps qui contient tout l'ADN, un ovocyte qui contient donc la moitié de l'ADN, et de remplacer le noyau de l'ovocyte avec le noyau de la cellule régulière. Il suffit alors de remettre cet ovocyte avec le noyau d'une cellule régulière dans une autre brebis et de la faire tomber enceinte. C'est ainsi que nous avons obtenu la brebis appelée Dolly. Depuis, plusieurs animaux ont été clonés, mais jusqu'à ce jour, jamais un humain. Les raisons sont des questions éthiques et les difficultés de la biologie. En résumé, le clonage, c'est l'utilisation de l'ADN d'un seul parent pour la reproduction. Merci beaucoup tout le monde.